Et voilà, nous voici donc en direct sur scène. Il y a déjà pas mal de monde qui sont connectés, donc nickel. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau webinaire Padawan en présence de Arnaud Valour. Donc je vous laisse Bonjour vous à tous. présenter Arnaud, puis après on va laisser les 3-4 minutes pour les retardataires, puis après on pourra commenter. On pourra Les 3, 4, commencer. 5 minutes fondamentales dans tout événement. Exactement. Présentation, on va faire très très simple. Je me prénomme Arnaud, je suis un des deux créateurs de la distillerie Valour-le-Maire. Alors Valour-le-Maire, tout simple, hein, c'est les deux noms des associés, donc Arnaud Valour pour ma part. Benjamin Lemaire qui, lui, a la chance d'être en plein boulot à la distillerie. Bon, c'est réparti les rôles, c'est comme ça, il avait qu'à mieux choisir. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai aussi une petite affaire à côté qui fait un peu de consulting et beaucoup plus de formation aujourd'hui. D'ailleurs, là, je suis en cours. J'accompagne des jeunes sur tout ce qui concerne la stratégie business internationale. Donc là, on sort des premiers pas sur tout ce qui est études de marché, par exemple. Voilà, sur la présentation. Après, je ne vais pas rentrer dans des détails personnels, mais j'ai un chat, j'ai des enfants, j'ai une compagne. Tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez poser des questions. Parfait. De toute façon, je vais donner après les liens de votre site web et des deux sites web, parce que j'avais trouvé les deux. Et puis voilà, ça pourra permettre d'illustrer un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Après, les autres vont se connecter au fur et à mesure. Et puis, dans tous les cas, il y a un replay. Donc, tous ceux qui sont inscrits auront forcément le replay. Et on partagera ça après sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, hop, je partage. Tac. Voilà, ça doit vous parler normalement. C'est votre site. C'est le site, c'est bien le site. Si vous voulez, on peut rester là-dessus. Et puis, Ouais, on peut commencer comme ça. bien Et sûr. voilà, je vous laisse le micro. C'est gentil, merci. Alors l'idée pour moi, en fait, ce que j'avais en tête, c'était vraiment de prendre le temps, alors naturellement de répondre à des questions s'il y en a, mais de donner une sorte de déroulé sur la création, effectivement, parce que c'est le thème, hein, la création d'une distillerie. Je sais que c'est quelque chose qui devient, c'est même plus à la mode. Là, je pense qu'on est sur une jolie vague, à peu près la même vague qu'ont dû suivre les micro-brasseries il y a quelques années. Ce qui prouve déjà que c'est quelque chose qui est faisable, contrairement à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années encore, comme quoi c'était quelque chose qui était sinon impossible, proche de l'impossible. Et en fait, c'est loin d'être impossible. Il faut juste s'attacher un petit peu à de la rigueur et puis à trouver les bons interlocuteurs. Je crois que c'est un peu le jeu qu'il va falloir jouer. Le premier interlocuteur qu'il faut avoir en tête, ce sont les douanes. On fait, vous allez faire, nous on fait, mais vous allez sans doute vouloir faire un métier qui est très réglementé, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça peut être dangereux, c'est de l'alcool, donc ça peut prendre feu un peu plus facilement que de la bière. Mais au-delà de cet aspect sécuritaire, c'est un enjeu financier qui est assez énorme, puisque les spiritueux, de manière générale, en France, mais le vin et la bière aussi, rentrent dans un contexte douanier, dans un contexte de taxes qui est plutôt imposant. Pour vous donner une information, pour vous faire peur, en tout cas pour que vous puissiez comprendre, aujourd'hui, quand on fait un gin, par exemple, je vais partir d'un exemple gin pour l'instant, on a tendance à acheter de l'alcool neutre, ce qu'on appelle de l'alcool neutre, donc une base de grains, une base de raisin, une base de sucre, ça sera vos choix en tant que distillateur. Quand on achète ça, c'est souvent, quand on est une plus petite distillerie, c'est souvent dans des IBC. Les IBC, si vous les remettez pas, c'est les grands cubes en plastique que vous utilisez dans votre jardin pour récupérer l'eau. Alors avant qu'ils arrivent dans votre jardin pour récupérer l'eau, il y a de l'alcool dedans, en tout cas pour les nôtres. Et ça représente en gros 25 000 euros de taxes. Ce n'est pas le prix du produit en tant que tel, hein, c'est vraiment la taxe. Alors, c'est la taxe que vous vous engagez à payer, à redonner aux douanes.
Il y a plein de systèmes qui vont vous permettre de le faire différemment que de payer tout de suite 25 000 euros. Souvent, ça passe par un jeu de caution. Donc là, vous avez un ami banquier qui va sans doute pouvoir vous aider. Mais le jeu, il est bien là. C'est cette pression fiscale, cette pression taxe. Il faut l'avoir en tête en permanence et la comprendre. C'est évident. Et pouvoir jouer avec. Alors attention. Quand je dis jouer avec, je ne suis pas en train de vous dire je vais vous donner des astuces pour tricher, puisque le positionnement le plus sain, c'est de ne pas tricher, c'est d'être au contraire sur quelque chose de très, 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 très carré. Parce que soyons clairs, quand les douanes, et il y a peut-être quelqu'un des douanes qui est en train de regarder cette vidéo, quand les douanes viennent vous voir, et vous savez que les douanes peuvent venir vous voir quand elles le souhaitent, elles ne vont pas forcément prendre rendez-vous. S'ils cherchent quelque chose, ils vont le trouver. Donc, voilà, nous, on a un parti qui est assez fort, qui est de ne pas tricher. Le pas tricher, c'est naturellement de rien cacher, mais c'est aussi d'être super clair quand on fait des encaissements. Vous connaissez tous, ou vous avez tous déjà eu affaire à quelqu'un qui vous dit « Et si je paye en cash, est-ce que ça change le prix ?» Malheureusement pour eux, quand ils viennent à la distillerie, quand ils payent en cash, on est content de prendre le cash et ce sera le même montant que s'ils payent en carte bancaire ou qu'ils payent en chèque. Donc, c'est ce contexte-là qui est un peu lourd à comprendre. Alcool égale taxe, égale plein d'autres choses, on va sans doute l'évoquer, mais alcool égale taxe, donc vous devez vous préparer à l'envisager. Et l'impact, il n'est pas neutre, parce que ce n'est pas les 25 000 euros que vous allez payer, c'est même pas vous qui allez les payer en tant que tel, ce sont vos clients, ce sont les consommateurs ou le consommateur final. En fait, c'est un jeu assez intéressant où nous, on a le droit, une fois qu'on a déclaré qu'on avait un volume d'alcool, on a le droit de le repousser en termes de paiement jusqu'au consommateur final. Ce qui veut dire que sur une bouteille de gin, je reste sur mon idée de gin pour commencer, sur mon idée de gin, une bouteille de 70 centilitres à 40% d'alcool, parce qu'on ne paye pas juste des taxes, on paye en fait un volume d'alcool, donc 1 degré et une quantité. Ça représente, alors la dernière fois que j'ai vérifié, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais je crois que c'est 6,78 € et quelques chiffres après la non-virgule par bouteille. Donc ça, c'est quelque chose que vous transmettez jusqu'au consommateur final. Et n'oubliez pas que c'est une taxe taxable, donc là-dessus va se rajouter la TVA qui est naturellement chez nous à 20%. Donc voilà, une fois qu'on a compris cette logique, comment ça se passe réellement? Alors, mon conseil, puisque comment ça se passe réellement, chacun va vivre sa propre expérience, mon conseil, c'est première idée de distillerie que vous commencez à avoir, ou de production de spiritueux, si vous ne voulez pas vous appeler distillerie, c'est bonjour les douanes locales, la recette des douanes locales, est-ce que je peux venir vous rencontrer? J'insiste lourdement sur les douanes, mais je vous garantis que c'est ce qui nous a permis de monter la distillerie et c'est ce qui nous permet encore aujourd'hui d'avancer sur différents projets. Ils sont vraiment essentiels. Donc l'idée, c'est premier rendez-vous, soyez super transparent, expliquez ce que vous voulez faire. Et je sais que de temps en temps, quand on est au début du projet, on a envie de garder un peu les choses pour nous, on a peur d'être copié. Ce n'est pas les douanes qui vont vous copier. Et je crois qu'ils ont beaucoup plus de boulot à faire que ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Rendez-vous. Prenez de l'information. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils sont au courant de tout? Alors pourquoi je dis est-ce qu'ils sont au courant de tout? Quand on a lancé la distillerie Valour-le-Maire dans l'Yonne, donc dans le département 89, on est au nord de la Bourgogne en 2020, date mémorable. Comment ça s'est passé? C'est simplement que les douanes, super tableau, faites-en votre ami, copiez le lien sur votre browser. Les douanes nous ont ont compris qu'elles ne savaient plus vraiment monter de distillerie. Donc on a travaillé avec elles pour retracer un petit peu ce parcours du combattant. Pour information, chez nous, à ce moment-là, avec le niveau de compréhension du système, ce montage nous a pris entre 1 an et 1 an et demi. Et je parle que du montage, c'est-à-dire du montage administratif. Pourquoi ça prend du temps? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez manipuler de l'alcool, vous devez des taxes, mais il y a plein d'autres petites contraintes. Alors, il y a des contraintes de sécurité, on l'a légèrement évoqué. Pour une plus petite opération, ce n'est pas forcément là où vous allez peiner, c'est un dossier à monter en disant que vous gérez de l'alcool. Vous serez a priori pas site classé Céveso. En tout cas, pas aujourd'hui, pas tout de suite. Ça viendra peut-être avec le temps, pas le côté Céveso, mais en tout cas le côté environnemental, notamment sur les rejets que vous pourriez avoir par rapport à la distillerie.
Mais le gros du dossier, c'est de pouvoir prévoir ce que vous allez produire en termes de qualité et de quantité. Donc quantité, c'est facile à comprendre, hein, c'est des volumes produits. En termes de qualité, c'est quel style de spiritueux vous allez faire et à partir de quoi vous allez les travailler. Et en fonction de ça, vous allez commencer dans du déclaratif, c'est-à-dire commencer à dire, moi, je vais faire rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'alcool neutre. L'alcool neutre, vous avez compris qu'il est taxable, donc on va le dire. Et puis peut-être que certains d'entre vous vont dire, je suis dans une région viticole, j'ai accès à du raisin, donc je vais faire des mares, des fines, autre chose avec. Donc là aussi, je vais devoir demander un agrément, hein, c'est une autorisation tout simplement, et je vais dire, j'envisage d'avoir tant de raisins, tant de mares, tant de mou, tant de lits dans la distillerie à un moment donné. Et puis, certains autres vont dire, moi, je ne vais pas m'embêter la tête avec du marc, du mou, des lits, je vais directement acheter des vins. Bon, ça va coûter un peu plus cher, mais pourquoi pas? Et là aussi, il va falloir demander une autorisation. Et la même chose pour la bière, et ainsi de suite. Parce que, à chaque fois, les douanes vont reconstituer votre potentiel de production quelque part. C'est-à-dire qu'elles vont envisager tout ce qui peut rentrer pour pouvoir bien valider tout ce qui peut sortir en termes de volume d'alcool. Il y a quand même potentiellement une exception à tout ça. Si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter, vous vous souvenez des 25 000 euros dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous êtes capable de les payer tout de suite, hein, et de dire aux douanes, moi, vous inquiétez pas, je ne vais pas être entrepositaire agréé. La définition viendra sans doute s'il y a une question. Je n'ai pas envie de suspendre les droits, je veux tout payer tout de suite. À ce moment-là, il n'y a rien de plus simple, vous payez effectivement tout de suite. Je ne suis pas sûr que vous trouviez beaucoup de fournisseurs qui sachent faire ça, mais ça va se trouver, hein, si vous vous proposez de payer. Et à ce moment-là, vous n'avez plus à suivre tout ce périple de déclaration, de suivi de la vie du spiritueux, parce que le deuxième enjeu, une fois que c'est rentré, c'est bien de suivre tout ce qui va se passer avec ce grain, avec ce sucre, avec cette bière, avec ce vin, avec cet alcool. Alors, c'est une pression administrative certaine. C'est une chose pour laquelle vous devez vous préparer. Alors, aussi bien sur des tableaux Excel que des solutions beaucoup plus performantes, pour pouvoir être sûr qu'à la fin du mois, vous ayez un suivi très précis de ce qui s'est passé dans la distillerie. Et encore plus précis que ça, et là, sur Vitisoft, il y a une solution qui est juste géniale. Et à la fin du mois, quand vous faites vos documents administratifs, vous pouvez dire à l'administration douanière, je vous dois X. Parce que le logiciel, le progiciel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la solution, en tout cas, vous permet de faire remonter toutes ces informations en fonction du degré, de la contenance, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes nickel, vous avez un tout petit peu moins à vous casser la tête. La bonne nouvelle dans tout ça, et je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est le jeu. Sur une heure, ça va même être beaucoup d'informations. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous admettez que vous allez faire ce suivi, donc les déclarations d'arrivée, parce que vous ne souhaitez pas payer la taxe tout de suite, tout le suivi à l'intérieur de la distillerie jusqu'à la sortie, à chaque fois que vous faites une manipulation, pour simplifier le propos, à chaque fois que vous faites cette manipulation, vous avez le droit à un peu de perte. Est-ce qu'effectivement, entre le moment où vous sortez le volume d'alcool de votre IBC pour le mettre dans l'alambic, pour rajouter de l'eau, pour le faire tourner, pour faire tourner l'alambic, pour faire la distillation, pour pouvoir finalement le marier, pour pouvoir l'embouteiller, pour pouvoir ainsi de suite, vous avez le droit à des petits pourcentages de perte. On rajoute aussi tout simplement, si vous faites du whisky, la fameuse part des anges. Elle est inclue dans les modèles des douanes. Si vous payez tout de suite, vous n'aurez pas de remboursement. Si vous êtes dans la déclaration et dans le suivi très très précis, vous aurez le droit à ces pourcentages de perte, ce qui n'est pas négligeable dans un modèle, parce que je ne connais pas de fois, même si on fait super attention, ne serait-ce que sur nos mises en bouteille, il y a toujours quelques centilitres qui vont s'écouler, qui vont rester au fond d'un fût, qui vont ainsi de suite. Et officiellement, on doit quand même quelque chose dessus. Donc il faut pouvoir, à mon avis, pouvoir rentrer dans cette logique de suivi très, très, très précis de ce qui se passe dans la distillerie. Et vous voyez que là, je vous assomme d'informations. Alors je pense que si vous aviez ça en tête, vous aviez sans doute déjà accès à ce niveau d'information. Mais nous, quand on l'a fait, c'était pas aussi précis que ça.
c'était vraiment une logique de on va monter ça ensemble avec les douanes. Alors ensemble, on s'entend bien, hein, c'était voilà le premier document à remplir. Mon premier document à remplir, c'est pas le document qui est problématique, c'est tous les textes de loi derrière qu'il faut comprendre. Ok, donc on fait ça, et puis derrière, bonne surprise, il va falloir déclarer ça maintenant. Et je vous dis, un an et demi de montage administratif. Si vous tombez sur des gens qui sont un tout petit peu plus au courant, et ils vont l'être aujourd'hui parce qu'il y a plus de projets, j'imagine si vous y mettez un peu de puissance de feu, en 6 mois, 1 an, ça doit être quelque chose de gérable. Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Mais encore une fois, le temps, que ce soit aujourd'hui dans le montage ou demain dans la distillation et les mariages et les vieillissements, c'est un facteur qui est juste super important dans une distillerie. Donc là, vous avez un concept financier, vous avez un concept administratif, et je n'ai parlé que des douanes. Je vais parler des autres instances, parce que, je vous ai dit, vous êtes... il y a une petite question, Arnaud, je suis désolé, je vous coupe, il y a une petite question allez-y. de Juliane qui parle de la règle des 5% de perte. Ouais. A priori, alors, vous voulez peut-être... 5% de perte, alors ça va dépendre où vous les situez, mais effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez envisager si, et uniquement si, vous avez suivi toute votre production. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement marquer noir sur blanc dans un cahier qui ne peut pas être modifié. Donc voilà, il faut vous mettre d'accord avec les douanes sur le modèle qui leur convient le mieux, encore une fois. Si vous arrivez à dire, là j'ai sorti X litres ou kilos d'alcool pour faire ça, j'en ai récupéré X pour faire ça, et j'en ai mis X en bouteille, il y a effectivement, je vais pas vous garantir le 5% parce que je l'ai plus en tête, mais on est dans ces valeurs-là, ouais. Si vous déclarez tout, j'insiste. Alors après, pour finir de répondre à Juliane, je baserai pas, je voudrais pas vous faire tomber dans l'opposé, c'est-à-dire vous dire j'ai le droit à ces 5%, donc je les compte dans mes prix, dans ma structure tarifaire et tout ça. En tout cas, nous on le fait pas, c'est-à-dire qu'on part du principe que on n'a pas de perte. Et c'est une bonne surprise à la fin si on est vraiment dans les clous, on est vraiment dans les clous. C'est plutôt une perte de sécurité qu'on va admettre que de se dire qu'on va se mettre de côté ce petit 5% au cas où. Vous savez, vous allez avoir des échantillons, il y a plein de choses qui vont se passer. L'autre bonne nouvelle, celle-ci on s'y attend moins en principe, c'est que vous allez faire des dégustations au moment de la commercialisation. Et quand vous offrez quelque chose, vous payez les taxes dessus. Donc il y a un pourcentage prévu, qui vont rentrer là-dedans, de dégustation pour les douanes. Mais attention à ce que ce soit bien une dégustation et pas un offert. Un offert, c'est pas parce que vous l'offrez que les douanes acceptent de ne pas être payées dessus. Donc là aussi, il faut le prévoir, il faut l'avoir. Ça peut être un jeu intéressant d'ailleurs dans l'avènement de vos tarifs, de pouvoir envisager si vous allez faire un petit peu de dégustation, si la rencontre avec des cavistes, avec des hôtels, avec des bars, avec des restaurants, avec la grande distribution est quelque chose de primordial, et que donc vous allez passer des échantillons et pas mal d'échantillons pour faire ce boulot. Ça va forcément à un moment impacter votre prix. Ouais. Et c'est de la déclaration, hein, Juliane, encore une fois, dégustation, exonération, offert, pas d'exonération. Donc, c'est prévu, d'ailleurs, on utilise VisiSoft en toute transparence, hein. C'est prévu dans le logiciel et ça nous permet de le faire, d'être un petit peu même beaucoup carré sur ce principe-là. Donc, on a parlé douane, on a parlé environnement financier, on a parlé environnement administratif. On va parler un petit peu des autres personnes que vous devez absolument connaître. Alors, la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes, quelque chose comme ça, qui interviennent dès que vous allez faire de l'étiquetage, dès que vous allez utiliser des noms. Moi, je vais appeler ça des noms d'appellation pour que ce soit un peu plus clair. Bref, quand vous faites du whisky, c'est 3 ans d'élevage. C'est un texte que vous retrouverez facilement sur les sites de l'Union européenne où il y a une définition de tous les spiritueux. Ça aussi, je vous conseille de l'imprimer. Et alors, faut pas imprimer de nos jours, c'est pas bon pour l'environnement.
mais en tout cas de l'avoir quelque part en PDF ou de l'imprimer, parce que c'est quand même pratique aussi de l'avoir sur un classeur, dans un classeur sur son bureau, où vous allez retrouver toutes les définitions, ce qu'est un gin, ce qu'est un gin distillé, ce qu'est un London Dry Gin, ce qu'est un whisky, ce qu'est un beer brand, ce qu'est une liqueur de. Et vous avez énormément d'informations qui vous permettent d'être dans les clous. Donc, je conseille de le suivre à la lettre, puisque c'est un environnement, encore une fois, européen et on est en Europe. Et puis, d'essayer de trouver un contact qui va pouvoir, alors ils ne le feront pas forcément avec plaisir et pas forcément rapidement, mais qui pourront au moins vous donner un avis sur vos étiquettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une législation sur l'étiquette et sur ce qui doit être présent sur ces étiquettes. Alors, de manière générale, de quelle appellation on parle, de quel style de spiritueux on parle ? Pourquoi ? Parce que le style de spiritueux, je viens de vous le dire, c'est un style de recette et c'est potentiellement une façon de voir les choses complètement différentes. Donc il faut bien l'avoir en tête. C'est un nombre de centilitres, mais on reviendra sur les centilitres dans quelques minutes, et un volume d'alcool, et un faiseur, et plein d'informations, encore une fois, qui sont soit obligatoires, soit, on va dire, conseillées, soit complètement arbitraires, notamment des choses comme premium, comme craft. Aujourd'hui, j'ai pas de législation qui m'encadre sur ce qu'est premium. Donc, vous avez envie de marquer premium sur votre bouteille. Les seules personnes qui pourront vous dire quelque chose, c'est les distributeurs, c'est vos clients, en fin de compte, c'est les consommateurs qui vont dire « Ouais, tu dis premium, mais c'est pas top ce que tu fais, donc punition, on n'achète plus. » Voilà. Mais sur l'étiquette, vous pouvez le marquer sans aucun problème. Donc tout ça, l'avoir en tête, DGCCRF, c'est intéressant. Autre chose, je vous ai dit, 70 centilitres, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors 70 centilitres déjà, parce que dans les volumes qu'on peut utiliser en France, on n'est pas sur du 75 comme le ferait le vin, on est sur du 50, on est sur du 70 et puis quelques autres mesures qui sont encore une fois différentes de ce que vont faire les viticulteurs. Ce qui peut vous poser un petit souci si demain vous vous êtes dit, encore une fois, alors nous on est en Bourgogne, donc forcément on pense aussi vin quelque part, mais imaginons que vous soyez du côté de Sancerre, ou enfin partout en France, on fait du vin quasiment partout, vous dites, ah bah, tiens, je vais prendre des bouteilles de vin parce qu'il y en a pas mal dans la région. Bah non, c'est des 75 centilitres, vous n'êtes pas autorisé à les utiliser. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Faites bien en sorte d'avoir des bouteilles qui comportent la bonne quantité. Très rapidement, si je m'en souviens bien, vous avez le droit de faire sur les spiritueux du 100 ml, du 200 ml, du 350 ml, du 500 ml, du 700 ml, du litre 50, du litre 750, du 2 litres. En dehors de ça, c'est-à-dire avant 100 ml et après 2 litres, je crois que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Alors, le droit de faire ce que vous voulez avec, encore une fois, une limite, bienvenue dans notre monde, c'est de toujours pouvoir être loyal envers le consommateur et donc de pouvoir prouver que vous avez bien mis 70 centilitres dans une bouteille de 70 centilitres. Alors, comme ça paraît simple, parce qu'on a des bouteilles qui sont marquées 70 centilitres. Ça l'est moins dans le sens, encore une fois, vous avez cette loyauté à avoir. La petite histoire, la petite anecdote que je peux vous donner, parce que même si aujourd'hui je vous dis en gros comment vous pouvez faire, je peux vous le dire parce qu'on a fait des erreurs. Voilà, donc ça vous évite de les faire. Le format de bouteille qu'on a choisi, enfin un des formats de bouteille qu'on a choisi, le premier dont on est tombé amoureux, c'est une bouteille qui est cubique. C'est d'ailleurs son nom. Et cette magnifique bouteille cubique, le fabricant, enfin en tout cas l'intermédiaire, si vous êtes une petite structure, il y a des chances que vous ne passiez pas en direct avec les fabricants, mais par des revendeurs. Donc le revendeur nous garantit qu'elle est BRM. Donc BRM pour bouteille, récipient, mesure. Ce qui veut dire que le fabricant, il suffit de tourner votre bouteille, vous regardez sur son cul, vous allez avoir 70 centilitres, si c'est une bouteille de 70 centilitres, vous allez avoir un epsilon et vous allez avoir un nombre de millimètres. Si vous avez une bouteille à côté de vous, regardez, ça va vous donner une indication. S'il y a ça, sur le principe, c'est une bouteille BRM, ça veut dire que le fabricant garantit que la contenance est celle qui est affichée si vous remplissez la bouteille au nombre de millimètres affichés. C'est-à-dire, vous prenez, voilà, c'est pas une bouteille, c'est un mug. Vous prenez le haut de la bouteille, vous enlevez les, 63 millimètres, et vous savez que c'est la hauteur de remplissage de votre bouteille. Et ça va garantir les 70 centilitres pour un spiritueux à 40% d'alcool et à 20 degrés de température ambiante. Donc si vous avez toutes les informations, vous pouvez complètement le reconstituer.
Donc on fait ça, et puis un jour on a la brillante idée, c'est même pas ironique, hein, c'est la brillante idée, c'est mon associé qui l'a eu, de dire on va convoquer, oui, on va inviter les douanes, la DGCCRF et tous ces gens-là autour de la table. Et la personne qui s'occupe des poids et mesures, autre personne à avoir en tête, regarde notre bouteille, dit ah c'est ça que vous avez choisi, et nous on était tout fiers à ce moment-là, dit ouais c'est ça, et en plus elles sont BRM. Il prend la bouteille, il la retourne, il fait non elle l'est pas. Donc comment vous allez faire pour garantir la quantité? Et là, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer enfin, on a la chance des deux. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur Benjamin, qui très rapidement a dit non, mais bon, voilà, c'est en fait, on va utiliser une balance légale. Donc, on pèse la bouteille à vide, on remplit la bouteille, on repèse la bouteille, et ainsi de suite. Et par le poids, par la masse, si vous préférez, on arrive à garantir la quantité, puisque plus qu'un volume, un spiritueux, c'est un poids. Mais c'est une contrainte. OK ? Donc, les douanes, on les a vus. La DGCCRF, on l'a vu. Poids et mesure, toujours intéressant pour comprendre comment ils travaillent et puis pour pouvoir leur faire des propositions pour bien valider des choses. Vous allez aussi avoir les impôts, mais ça, vous y attendez très certainement. Ça fait partie des gens que vous devez connaître. Vous allez aussi devoir connaître des personnes auprès de votre mairie et éventuellement de votre préfecture. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que vous vendiez à votre distillerie. Et on n'a pas le droit en France de vendre des spiritueux, des vins d'ailleurs, comme on veut. On a besoin de montrer patte blanche ou en tout cas de faire une déclaration. Donc vous devez faire cette déclaration. Je dis bien là, c'est pas le dossier administratif le plus complexe que vous allez avoir à faire, mais il faut y penser. Sinon, officiellement, vous n'êtes pas autorisé à vendre vos spiritueux dans votre distillerie. C'est une formalité, mais il faut le faire. Par contre, si vous envisagez le petit côté bar qui va bien dans votre distillerie, c'est encore une fois une autre législation. C'est plus de la dégustation, c'est plus de l'achat-vente comme le ferait un caviste, c'est vraiment du service. Donc vous devez avoir une licence 4. Oui, même si on est producteur, vous devez avoir cette licence 4 à partir du moment où vous servez des coups à boire et que vous les faites payer. Donc il faut la trouver, il faut sans doute la payer. Et c'est bien la licence 4 parce que vous êtes sur des hauts degrés, donc il n'y a pas de possibilité de passer sur autre chose. Donc ça commence déjà à faire du monde à rencontrer. Et là, on a vu ces personnes que dans un cadre bien précis, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi pouvoir, dès que vous allez envisager de l'export, douane à nouveau, dès que vous allez envisager un changement de modèle, un changement d'étiquette, on va rajouter des fournisseurs, des prestataires, parce que tout ça est très très lié. Donc, on a passé rapidement sur les informations légales à faire apparaître. Ça passe par un imprimeur la plupart du temps. On ne va pas forcément faire, vous savez, des peintures sur les bouteilles. On va plutôt les faire en impression. Même si on adore notre imprimeur, même si on partage un bâtiment avec lui, enfin partager c'est un grand mot, hein, il a un bâtiment à côté d'une autre, c'est à vous que revient la responsabilité de l'étiquetage et de ce que vous mettez dessus. Ils peuvent être de bons conseils, mais la responsabilité vous revient. Donc sur tout ce qui va être aspect légaux, ne vous fiez pas à ce que va vous dire l'imprimeur, qui a peut-être une compétence vin, peut-être une compétence bière, mais pas une compétence spiritueux. Donc, il faut gratter un tout petit peu plus loin, juste pour être sûr. Le gros conseil que je peux vous donner sur tout ce monde, c'est que ce qu'on a compris, c'est que les douanes, la DGCCRF et toutes ces personnes-là sont plutôt gentilles, sont plutôt bienveillantes, contrairement aux petites histoires qui traînent dans les vignobles et dans les distilleries. Il y a une condition à ça, à partir du moment où on leur pose des questions. C'est-à-dire que ce qu'elles n'aiment pas, c'est découvrir des choses. Je m'explique. Vous avez un projet de faire un ready to drink, une petite boisson, format cocktail que vos consommateurs vont pouvoir boire un petit peu comme un prémix. Merci Juliane. Et dans ce prémix-là, forcément, vous allez chercher à mettre un nom. Nous, on a eu l'idée à un moment de faire un whisky sour. Et le whisky sour, à un moment, quand on a eu cette idée, on s'est dit, on va quand même demander une petite validation à DGCCRF, donc mail, photo, fichier PDF. Est-ce que ça convient ? Et whisky sour, même si on est d'accord que c'est un cocktail plutôt classique, ça ne convenait pas. Pourquoi ? Parce que le mot whisky apparaît. Alors oui, c'est plus un whisky, c'est un whisky sour, mais le mot whisky apparaît.
Donc, ça pourrait être trompeur. Donc, il a fallu trouver une autre idée. Donc ça, encore une fois, on a eu la chance on a la chance d'avoir un contact. On a la chance que ce contact aime bien qu'on prévienne avant de faire des bêtises. Donc, elle a pu intervenir, on a pu adapter, on a pu faire valider. On a une trace écrite de tout ça. Ça veut dire que le jour où ça arrive sur le marché, si on nous vole dans les plumes, on peut dire, bah ouais, mais en même temps, on avait demandé l'autorisation, on n'est pas non plus uniquement à blâmer. L'inverse, c'est que si vous prenez quelques raccourcis, comme on aurait pu le faire là sur le whisky sour, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Au bas mot, bon, les gars, vous avez fait combien de bouteilles? Allez, il y en a 200. On ferme les yeux pour cette fois, mais vous me changez vite ça. Et ça, c'est vraiment le scénario le meilleur qui puisse se passer. C'est pas forcément réaliste d'ailleurs comme scénario, mais c'est potentiellement le mieux pour vous. Le pire, c'est on va vous demander de les retirer du marché, on va vous demander une petite prime au passage parce que vous avez enfreint la loi, et ainsi de suite. Donc, soit vous êtes super pointu, vous avez un juriste super spécialisé en qui vous avez toute confiance, soit vous prenez un peu les devants et chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu bizarre ou vous n'avez pas retrouvé le texte exact ou vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous essayez de le positionner dans votre planning. Ça peut prendre du temps, les réponses. Nous, encore une fois, aujourd'hui, je touche du bois. On a des personnes au niveau des douanes, au niveau de la DGCCRF qui répondent plutôt vite. Alors peut-être qu'elles ont pris l'habitude avec nous de répondre à des questions, j'espère d'ailleurs. Mais il faut vraiment que vous intégriez ça, encore une fois, dans le temps. Et je le redis, le temps, dans le monde de la distillation, c'est quelque chose de fondamental et très important. Je continue. Donc là, on a brossé vraiment le portrait administrativo-financiero-légal de ce qui peut arriver. Le dernier petit aspect légal, qui n'est pas à mettre de côté, même si chez nous, il paraît moins important que ce qui pourrait se passer dans le domaine du vin, dans le domaine du fromage ou dans le domaine food, c'est que vous êtes responsable de ce que vous mettez dans vos bouteilles, donc en termes de qualité et en termes de sécurité. Ça va se transférer, notamment quand vous faites des whisky, quand vous faites des rhums, dès que vous touchez à la fermentation. Ou que vous avez des approvisionnements approximatifs sur de l'alcool. C'est une petite chose qu'on appelle le méthanol. Le méthanol, c'est une partie d'alcool qu'on enlève traditionnellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder, qui va faire partie des fours, qui va faire partie des têtes, donc des premiers degrés que vous allez enlever dans votre distillation, et avec lesquels on ne joue pas. Pourquoi? Parce que c'est super dangereux pour la santé. Quand je dis super dangereux, et je rigole même pas, ça commence par être un peu patraque, ça va jusqu'à rendre aveugle et à tuer. Donc, même si on a envie d'avoir un peu plus de volume, même si peut-être que au nez ça paraît bien, que vos têtes elles sont super plaisantes en bouche, on essaye de faire des coupes assez strictes à ce niveau. Parce que c'est la santé de nos consommateurs, et nos consommateurs, on aime bien nos clients les garder le plus longtemps possible parce qu'on souhaite qu'ils rachètent nos produits. Ça, c'est la version mercantile. Puis la version un peu plus humaine, c'est qu'on n'a pas envie de tuer les gens, tout simplement. Donc c'est autre chose. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans les protocoles, on a des analyses à faire. On sait ce qu'on doit demander en analyse. On demande le volume d'alcool. Ça me paraît évident, puisque vous n'avez pas le droit de tricher sur le volume d'alcool. Je n'ai pas forcément à le dire. Il y a une toute petite tolérance, mais elle n'est pas énorme. Et puis, on fait souvent, sur tout ce qui va être fermenté, on va faire un relevé de méthanol, pour être sûr qu'on est dans les clous à ce niveau-là et qu'on ne va infecter personne. Ce qui implique aussi que, puisque vous faites quelque chose qui va être consommé, vous puissiez éventuellement, grâce à vos numéros de lot, grâce à vos numéros de batch, peu importe la technique que vous utilisez, déjà il faut en avoir, que vous puissiez communiquer, que vous puissiez retrouver les clients, que vous puissiez retrouver les bouteilles en cas de problème pour pouvoir les enlever du marché. C'est une vraie responsabilité dans le sens où, imaginez que vous disiez, moi c'est simple, je fais un batch de ce gin, de ce whisky, de cette vodka par an, donc je mets même pas de batch, je sais que c'est vendu à tel moment. Si jamais il y a un problème, c'est toutes les bouteilles qu'il va falloir retirer du marché. C'est pas juste, mais je sais quel lot est le mauvais. Non, c'est
un numéro de lot qui vous permet de confirmer que vous allez pouvoir retirer les bonnes bouteilles du marché. Donc, ouais, c'est pas la peine de faire des très grosses séries, à moins que vous ayez les budgets, les équipes de communication, de marketing, de gestion de crise, pour pouvoir trouver une solution par rapport à tout ça. Un petit peu plus de pression. Qu'est-ce qu'il va falloir gérer d'autre? On va parler des choses un peu plus marrantes. Donc là, maintenant, officiellement, vous êtes créé, vous avez une entreprise qu'on va appeler distillerie, qui est entrepositaire agréé. Entrepositaire agréé, c'est un statut que vous demandez. Vous allez dire, dans mon entreprise, il va y avoir un alambic qui va être à tel endroit, il va y avoir des cuves, elles vont être à tel endroit, il va y avoir une zone de réception, elle va être à tel endroit. C'est un plan que vous faites. Normalement, vous n'êtes pas trop censé le faire évoluer, mais vous pouvez complètement proposer aux douanes que ce soit un peu évolutif et que votre plan va être revu. Parce que entre le moment où vous créez la distillerie, le moment où elle est fonctionnelle, le moment où vous grossissez ou le moment où vous vous rendez compte que ça serait plus simple que ça marche dans l'autre sens, il faut quand même pouvoir avoir un peu de flexibilité. C'est pas le plus dur à faire, mais ça sera une démarche supplémentaire. Le jour où vous changez le plan de votre distillerie, il faut prévenir tout le monde. Donc il faut pouvoir le faire le plus facilement possible. L'autre chose que vous allez sans doute devoir installer, ce sont des cuves épalées. Alors si vous êtes viticulteur, vous êtes en train de vous dire, non, on n'a plus cette obligation-là. Non, effectivement, en tant que viticulteur, vous n'avez plus cette obligation-là. Mais êtes-vous viticulteur? Non, vous êtes distillateur. Donc vous avez besoin de faire épaler des cuves. Une cuve épalée, c'est quoi? C'est une cuve dont le volume est épalé, c'est-à-dire a été à un moment validé par quelqu'un d'officiel. Et non, ce n'est pas une opération gratuite, vous allez devoir payer pour que quelqu'un vienne dire que dans votre cuve, il y a bien 500 litres, 1000 litres, avec des graduations qui fonctionnent. Alors, ce qui est assez bizarre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle finalement plus de poids que de volume en distillerie, et pourtant, on va valider des volumes pour les douanes. Bref, l'idée, c'est quoi? C'est que puisque vous faites le suivi de ce qui se passe dans votre processus de fabrication, vous devez à tout moment pouvoir prouver de ce que vous détenez, et pourquoi vous le détenez, à quoi c'est lié, où est-ce que c'est, et où est-ce que ça va aller. Donc les cuves épalées, c'est pas une mauvaise solution. Après, c'est une solution qui, elle, ne bougera pas, contrairement au plan que vous pouvez faire évoluer. C'est-à-dire qu'une cuve, elle est épalée pour un endroit bien précis, fixé au sol dans votre distillerie. Le jour où vous voulez la bouger, vous devez la faire épaler une autre fois. Le jour où un de vos camarades de jeu, qui est un petit peu trop rapide avec le monte-charge, met un coup dedans, il faut la refaire épaler puisque forcément le volume aura changé. Donc ça, c'est des zones en principe qu'on essaye, nous, alors déjà, qui sont jamais accessibles au public directement, sans supervision, sans qu'on soit avec eux, et puis qui sont pas faciles d'accès dans le sens où il y a souvent quelque chose devant qui permet de ne pas faire de bêtises. Donc une autre partie légale qui va être normalement un compteur d'alcool. Et c'est là où je le dis pas trop fort, parce que pour l'instant, nous, on passe entre les gouttes. Alors, c'est pas tellement qu'on passe entre les gouttes, c'est qu'il y avait une vieille législation qui imposait aux distilleries d'avoir un compteur d'alcool, mais des compteurs d'alcool, on n'en trouve plus. Donc, pour l'instant, à partir du moment où on fait des bonnes déclarations, où on fait pas de bêtises, on nous laisse plutôt tranquille là-dessus. Ça va beaucoup dépendre des régions. On a un camarade de jeu dans le sud de la France qui, même sur les cautions, les machins, on l'a jamais embêté. Il a pu faire ça un peu comme il voulait. Bien sûr, pas de cuve épalée et pas de compteur d'alcool. Nous, on nous a évoqué le compteur d'alcool. On a dit que oui, avec grand plaisir, si on trouve une solution qui peut fonctionner. Mais très sincèrement, on n'a pas vraiment trouvé de solution qui pouvait fonctionner dans les budgets qu'on a et pour l'utilisation qu'on va en avoir. Le compteur d'alcool, sur le principe, il est là pour bien valider que vous distillez tel volume d'alcool à tel degré. Donc bon, on a trouvé... Julian, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, je viens de vous dire un petit peu l'inverse. Je veux dire, peut-être que dans votre région, ils vont pas vous embêter. Je vous le souhaite. Pas tellement, parce que bon, après des cuves, on en a et elles serviront toujours. C'est simplement que vous pouvez plus les bouger. Et, nous, on n'a pas trop eu le choix là-dessus. Donc ouais, je croise les doigts pour vous aussi. Mais ça sera intéressant de nous faire un retour à terme si vous êtes dans quel coin, Juliane, si c'est pas indiscret.
Ah, sud. Ah ouais. C'est assez cohérent avec ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Je croise les doigts, vraiment, je croise les doigts pour vous. Après, qu'est-ce qu'il y a comme bonne et mauvaise nouvelle? Euh, les investissements, si c'est quelque chose d'intéressant. Parce que l'investissement qu'on a tous en tête, c'est l'alambic. Et forcément, c'est l'investissement sur lequel on passe un peu plus de temps. Et là, je ne vais pas rentrer dans le débat de quelle technologie, comment vous faites. Nous, on est équipé iSteel. On en parle facilement, on le met sur nos photos parce que c'est une technologie qui nous convient bien. Certains d'entre vous ont sans doute en tête un alambic qu'ils ont récupéré chez un bouilleur. Et c'est très bien, ça marche très bien. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est souvent on a une vision un peu étriquée du budget que ça représente. Parce qu'on se focalise sur l'alambic. Et derrière l'alambic, il y a le refroidissement, il y a les cuves de réception, il y a le petit matériel. Et l'enveloppe, si vous êtes encore en phase de faire un budget, l'enveloppe, elle grossit vite. Et surtout qu'on va, en tout cas, vous conseiller, c'est de penser à aujourd'hui, mais de penser aussi un tout petit peu à demain. C'est-à-dire de ne pas prévoir le juste niveau, mais de prévoir un tout petit peu plus, parce que je vous garantis que en termes de cuve, on en a toujours besoin d'une de plus. En termes de capacité de refroidissement, si on pouvait faire 2 distillations en même temps, on le ferait aussi. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir poser. Si vous avez accès à des professionnels, on est plutôt ouvert, j'ai l'impression, dans ce monde-là. Alors, non, on est plutôt ouvert à partir du moment où les gens qu'on a en face de nous sont clairs. C'est-à-dire que vous venez à la distillerie, vous voulez juste faire une visite, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on aura un discours particulier consommateur. Je préfère que vous me disiez, j'ai un projet de distillerie et à ce moment-là, je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations. Et très franchement, on joue vraiment le jeu parce que voilà, on fait tous partie de la même maison et c'est pas cette concurrence-là qui doit nous inquiéter. Mais il faut être clair, voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand, au fur et à mesure des questions, je me rends compte que, là, il y a un projet pro derrière et j'aurais préféré être au courant avant. Donc, vous avez le matériel, vous avez la structure, vous êtes entrepositaire agréé, donc vous pouvez repousser jusqu'au dernier moment le paiement des taxes. Il va falloir créer des recettes. Il va falloir trouver votre style. Ça, j'allais dire, c'est la partie la plus fun, mais la plus fun dans laquelle on peut se perdre aussi un petit peu. Parce qu'on est mal entouré. Et là, je suis pas en train de jouer le jeu du consultant. C'est pas du tout le propos. C'est que souvent, on a tendance à faire goûter à des personnes qui nous apprécient. Et c'est à mon avis, la mauvaise idée. C'est-à-dire que si vous visez caviste, hôtel, restaurant, allez voir des cavistes, hôtels, restaurants qui ne vous connaissent pas. Avec la carte, j'ouvre une distillerie, j'ai besoin de tester mes produits. Il faut être franc, il faut y aller un peu direct. Est-ce que ça vous dérange de passer 5-10 minutes à goûter avec moi et vous aurez une approche un peu plus franche que votre pote caviste qui aura peut-être un petit peu du mal à vous dire que c'est bien, mais il y a d'autres qui font mieux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dans le développement de recettes qui peut prendre du temps. Alors du temps dans le sens où à nos débuts on était un peu un peu foufou, quoi. On avait plein d'idées, on avait plein d'envies, donc on a fait beaucoup de développement. Et puis un jour on s'est rendu compte que le développement c'était du temps, c'était un petit peu d'argent aussi pour être tout à fait clair, et que l'idée qu'on avait on n'arrivait pas forcément à son aboutissement, ce qui peut être un problème. Donc on s'est mis une règle à force, c'est de dire qu'une fois qu'on a un projet qui est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on veut faire un gin, je sais pas, super citron, c'est le brief. On a écrit noir sur blanc ce à quoi doit ressembler ce gin. On va pas forcément travailler à deux dessus, mais on prend toujours en compte l'avis d'autres personnes, alors que ce soit la directrice commerciale, que ce soit les associés. Et on se donne 4 essais. Donc un essai pour avoir une approche un peu brute, un essai pour affiner, un 3e essai pour être beaucoup plus fin, et si vraiment on sent qu'on est proche du résultat, un 4e essai. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir à travailler 107 ans sur un projet qui n'aboutirait pas, en tout cas la façon dont on l'imaginait. Donc ça aussi, on peut vite se perdre. Je crois la première bouteille vendue chez nous, c'était le 18 décembre 2020.
pour une ouverture le 13 mars 2020, pour un dépôt de statut le 13 mars 2020, juste avant le Covid. Donc forcément, on n'a pas fait grand-chose pendant quelques jours. On pourra parler banque à un moment, je les mets de côté jusqu'au dernier moment. Mais on n'a pas fait grand-chose pendant quelques mois. Enfin, on s'est pas mal remis en question. On a fini par investir nous-mêmes dans un alambic qui était plus petit. Et je crois qu'on est arrivé sur le marché avec 2 recettes de gin, une recette de vodka qui a vite été complétée avec une autre recette de vodka et 2 autres recettes de gin. Quand je dis vite, c'est quasiment tout entre le 18 décembre et le 1er janvier. C'est intéressant parce que c'est notre style, c'est notre façon de voir les choses, mais c'est un style qu'on doit assumer. C'est pas forcément le conseil que je donnerais à quelqu'un d'autre. Parce que l'effort de commercialisation il est décuplé, parce que l'effort de développement il est décuplé, parce que le risque il est décuplé et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est quelque chose à être, enfin, sur quoi être super clair. Est-ce que vous avez la capacité de financer vos idées? Donc là aussi on retombe sur le côté budget. Allez, je fais le petit couplet banque parce que beaucoup d'entre vous vont passer par une aide bancaire. C'est pas méchant du tout, hein, ce que je vais dire. C'est simplement que nous, voilà, on l'a fait le montage au moment juste avant Covid. Et juste avant Covid, on avait une banque qui voulait nous accompagner avec un pont en or sur notamment la production de whisky. C'est-à-dire qu'ils voulaient financer les fûts et donc une partie de l'amortissement sur 3 ans, comme on finance des vignes, c'est-à-dire sur 3-4 ans. Et Covid arrive, donc on dépose les statuts, on cherche à confirmer la demande de prêt. Covid arrive et du jour au lendemain, il nous pose la question fatale, c'est, mais dernière question avant de signer, est-ce que vous avez déjà des clients? Alors, on fait partie d'un métier, en tout cas nous tel qu'on le voit, où le goût est important. Et dire qu'on va vous vendre des super jeans, on est capable de le dire, mais moi je préfère le faire et prouver. Donc on leur a dit, bah non, on a des gens qui sont intéressés, on avait une liste effectivement de revendeurs, machin, qui étaient intéressés par le projet, mais pas de commande signée. Donc, en gros, en l'espace de 5 minutes, on est passé de « on vous accompagne jusqu'au bout, on va tout faire avec vous, on est super content qu'il y ait ça » à « ah, mince, ah bah, à ce moment-là, on ne peut pas vous accompagner ». Bon, je ne vais pas épiloguer sur ce point-là, mais trouver un bon partenaire financier qui est capable de faire du cautionnement, qui est capable de vraiment vous accompagner quand il y aura un PET, quand vous avez un PET sur la trésorerie, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on a une approche plutôt positive, mais de temps en temps, on a des fins de mois qui sont un peu ric-rac, parce que trésor, quoi. Donc c'est parce que y a des clients qui ne payent pas au bon moment, parce qu'il faut se faire des grosses séances de retape. Et c'est le business, c'est comme ça. D'ailleurs, un petit mot à notre sponsor Vitisoft qui nous permet d'être vachement plus efficace là-dessus. Mais c'est quelque chose qui devient aussi votre quotidien. Donc, si votre rêve, c'est vraiment de faire des spiritueux, de distiller, vous allez le faire. Mais je pense que 50%, voire un peu plus, ça va être de l'admin, ça va être de la gestion de problèmes, ça va être de la relance, ça va être des démarches qui sont un peu moins créatives. Bon, si, elles sont créatives un petit peu d'argent si vous les faites bien. Un autre partenaire que vous devez absolument avoir, c'est votre assureur. Parce que vous faites un métier qui est qui peut être dangereux. Vous manipulez du chaud, vous manipulez de l'alcool, vous manipulez du liquide, du verre et ainsi de suite. Donc trouvez quelqu'un qui comprend votre métier, qui saura vous accompagner sans juste fourguer les solutions les plus chères. C'est quelque chose qui est vraiment important. Je ne vais pas faire une page de pub pour notre assureur parce que je pense que vous en trouverez dans toutes les régions et dans tous les groupes. Mais quelqu'un qui a cette sensibilité, qui va comprendre que vous allez recevoir un peu de public sans vraiment être ERP, que vous allez faire des produits qui peuvent avoir des pets et donc il doit pouvoir un petit peu gérer ça pour vous aussi, enfin vous accompagner dans la gestion de ça, que vous êtes un lieu qui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les douanes qui nous l'ont annoncé dans une des réunions qu'on a eues avec eux, qui nous ont dit, vous vous rendez compte que de toute façon, vous avez une chance dans les 3 ans de vous faire cambrioler. Donc voilà, donc ça aussi, c'est des choses qui doivent se couvrir auprès de votre assureur, mais aussi auprès des douanes, parce que les douanes, si jamais vous vous faites cambrioler, si jamais un de vos clients bien intentionné fait tomber quelque chose avec de l'alcool dedans, il faut pouvoir le déclarer très rapidement, il faut pouvoir prendre des photos très rapidement, il faut avoir ces petites habitudes en tête, parce que si vous n'arrivez pas à le prouver, vous devez les taxes. J'en reviens aux taxes. Donc assureur, super important.
Banquier, bon, important, si vous avez une bonne relation avec eux, c'est encore mieux. Et puis après, c'est tous les petits systèmes qui vont vous aider à être plus performant. Donc, je vous ai parlé de Vitisoft en long, en large et presque en travers. Je crois que l'autre jour, on en parlait avec Benjamin. On doit, sans mentir, en utiliser peut-être 10%. 10% des capacités et ça nous facilite beaucoup la chose. Là, on est en train d'essayer d'aller un petit peu plus loin parce que effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt puissant et qui peut vous aider à faire moins d'erreurs, à être un peu plus précis, ne serait-ce que sur la gestion de la caisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est fondamental parce que si vous remplissez pas les informations correctement en les automatisant, vous faites comme moi je faisais au début parce qu'on n'avait pas encore la solution. J'avais une feuille Excel et puis tous les soirs, je faisais le point sur les ventes et je faisais mes déclarations, mes pré-déclarations qui se compilaient dans un dernier fichier en fin de mois, qui se compilaient potentiellement dans un plus gros fichier en fin d'année. Les chances de faire des erreurs sont quand même beaucoup plus importantes. Et pour refaire tout ça en retirant tous vos tickets de caisse, tous vos machins à terme, c'est juste impossible. Donc, un bon équipement, un bon accompagnement tout de suite, c'est vraiment important. J'ai presque envie, parce qu'il reste moins de 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment, parce que j'ai beaucoup parlé. S'il y a des points que j'ai pas évoqués, des choses qui vous inquiètent. Donc, quand la douane demande un exemple, ouais. Alors, vous pouvez leur présenter Vitisoft et le plus les distilleries le feront, le plus on arrivera sans doute à intégrer ça de manière encore plus optimale. En tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le modèle et le niveau de détail de ce qu'on allait pouvoir leur donner. Et une fois qu'ils l'ont validé, c'est les informations pour chaque sortie, pour chaque entrée, pour tous les mouvements en tout cas. C'est une petite fiche qui est imprimée, qui est dans un parapheur, donc des feuilles qu'on ne peut pas enlever, pour pouvoir leur présenter tous les jours. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que Teddy va pouvoir me corriger. On n'a pas encore le lien entre Vitisoft et les logiciels douane, a priori. Pour l'instant, non. Il n'y a pas de lien. On pré-mâche, on va dire, tout le travail Ouais. de calcul, mais il n'y a pas de IDRM de développer pour l'instant. Ouais. Bientôt. Bientôt. Ça fait partie de la roadmap, effectivement. Et oui, vis-à-vis de Vitisoft, en fait, en fonction du douanier qui sera en face et en fonction aussi des process que vous avez à la distillerie, il y a pas mal de paramétrages à faire, il y a pas mal de choses à voir. Et une fois que c'est prêt, après c'est de sortir les papiers tous les jours, de les mettre dans un parapheur effectivement, pour que ça soit considéré comme une compta matière. Voilà. Après, effectivement, il y aura toujours des besoins qui seront exprimés en plus, hein, c'est sûr. Mais déjà, avec un Vitisoft dans l'état, on est capable de faire pas mal de choses. Ouais. Alors nous, derrière ça, on a effectivement deux feuilles Excel qui nous permettent de générer des numéros de lot, qui nous permettent d'avoir un vrai suivi et qui sont utilisés aussi comme un garde-fou, c'est-à-dire que si jamais à un moment on se rend compte qu'il devait y avoir un gros décalage, on s'en rend compte finalement avant qu'il y ait ce gros décalage, quoi. Donc ça c'est pas mal. Mais la rigueur administrative, Teddy disait, finalement, tous les jours, il faut faire quelque chose. Tous les jours, il faut faire quelque chose. Parce que l'IBC qui rentre, c'est un peu plus simple parce que vous allez directement le déclarer sur le site des douanes, mais qu'il faut quand même le faire entrer dans votre compte à vous. Peut-être avec des sous-comptes parce que derrière, il y a un compte grain, il y a un compte raisin, il y a un compte je sais pas quoi. Enfin, c'est du boulot. C'est du boulot. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes bien, que vous l'avez fait, prévalidé, et qu'ils vous disent, si vous nous donnez ça à chaque fois qu'on en a besoin, on est heureux, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent dessus. Ou alors, ça sera un remaniement, et de temps en temps, il y en a, hein. Ça sera un remaniement complet de ce qui est attendu de nous en tant que distillerie, et vous savez que tous vos camarades vont devoir faire la même chose, quoi. D'autres questions, peut-être ? Ou est-ce que j'ai couvert ce qui vous permet d'avancer
Vincent aussi, qui veut poser une question peut-être. Donc ouais, bouteille BRM, je vous en ai parlé. Capsule, ça devient de plus en plus important. Il y a des copies, il y a des gens, nous on a vu là ces derniers temps, des gens qui se positionnent à notre place sur Facebook pour dire venez acheter les bouteilles chez nous. Donc ça c'est des choses aussi qu'il faut valider, qu'il faut être sur lesquelles il faut faire attention. Est-ce que vous avez déposé vos marques à l'INPI? Oui. Je peux pas faire beaucoup plus simple. Et c'est une très bonne intervention, Vincent. C'est primordial pour deux raisons. Ça vous protège un tout petit peu, c'est-à-dire que ça vous donne une antériorité. Ça vous empêche pas de faire votre boulot et de vérifier ce qui se passe sur les marchés. De toute façon, quand vous allez le faire, vous allez faire cette recherche en antériorité, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait et est-ce que ça pourrait poser problème. Le jeu de l'INPI, c'est de déposer votre marque sur des classes bien précises. Vous n'allez pas pouvoir déposer votre marque sur tout. Ça va vous coûter trop cher, en plus ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc plutôt les classes alcool, boisson. Après, si vous voulez faire des goodies, si vous voulez rajouter les t-shirts, allez-y. Je suis pas forcément super chaud là-dessus. Entre vous et moi, on s'est fait accompagner. Je sais que c'est des démarches que vous pouvez faire seul. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez aller sur le site de l'INPI. C'est plutôt bien fait. Vous pouvez prendre des petites séances de conseil au niveau de vos CCI ou chambres des métiers pour avoir encore une fois des avis. À un moment, nous, on est allé jusqu'aux spécialistes des dépôts. Pour la deuxième raison qu'il faut faire un dépôt, c'est que c'est aussi quelque chose que vous valoriserez potentiellement plus tard. Si jamais il y a rachat, si jamais il y a fusion, si jamais c'est quoi la valeur de votre marque si vous ne la détenez pas. Donc c'est aussi dans ce sens que je pense qu'un dépôt INPI, soit la version light, c'est-à-dire vous vous débrouillez tout seul et vous vous exposez éventuellement à ce que ça ne soit pas fait super correctement, ou le dépôt par un cabinet. Dépôt par un cabinet, comptez 3-4 000 euros, j'imagine, qu'on a dû payer dans ces zones-là pour déposer la marque et pour faire en sorte qu'elle soit protégée, puisqu'on a rajouté un petit peu dans le deal le fait qu'eux s'occupaient de faire une petite veille sur des gens qui pourraient déposer des marques équivalentes à la nôtre. Si je m'en tiens un Excel de compta matière, un cahier de cuverie Vitisoft, une pancarte traçabilité sur chaque cuve, on doit être plutôt bon vis-à-vis de la douane. Moi, ça me paraît, Julien, ça me paraît loin d'être ridicule. Vous savez ce qu'il y a dans vos cuves, vous savez quand ça a été mis dedans, vous savez ce que c'est comme lot, à quoi c'est destiné. Tout ça, vous avez une feuille Excel. Là, ouais, vous avez votre cahier de cuverie. C'est une bonne base, mais la réponse que je donnerais toujours, c'est prenez rendez-vous avec les douanes, dites-leur, moi j'ai ça, est-ce que ça vous va? Ok. Et qu'ils vous le mettent par écrit. Comme ça, derrière, pas de souci, quoi. Mais la base me semble complètement saine. Ok, oui, je vais reprendre un dernier rendez-vous avec les dernières questions que ça donne. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu au début. Je crois, et c'est un avis purement personnel. Aujourd'hui, suivant la taille de votre distillerie, c'est une déclaration parce que vous n'allez pas forcément gérer des volumes suffisamment importants pour tomber sous le coup des normes environnementales actuelles. Mais les quelques personnes que je connais qui sont dans cette mouvance environnementale et qualité, environnement, sécurité, me laissent entendre que c'est des choses qui pourraient évoluer et qui pourraient évoluer y compris pour les plus petites de nos structures. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas d'informations officielles. C'est aujourd'hui petite structure, peu de volume généré. J'ai plus les chiffres en tête exactement, mais c'est facilement trouvable. Où il n'y a pas grand-chose à faire.
si ce n'est une déclaration avec les volumes que vous générez. Je pense que c'est une des choses, un des enjeux qu'on va avoir à gérer d'ici finalement peu de temps, justement sur cette protection de l'environnement. Johan, il faudrait une compta matière manuscrit. Non, il faut... Voilà. Oui et non. Il faut une compta matière que vous êtes censé bloquer. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure avec Teddy que un système de paraphe fonctionne bien. Et c'est plus le fait que vous ne puissiez pas effacer l'information, la modifier, la changer, la réadapter, qui va être important. Si vous devez faire une modification, il faut qu'elle soit, comment dire, lisible, visible. Vous avez le droit de faire des erreurs, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est simplement qu'on veut voir quand vous faites des erreurs. C'est un peu ça l'idée. Donc, vous vous êtes trompé, vous barrez, mais ça reste une information présente, et vous faites la nouvelle version, et vous pouvez expliquer pourquoi. À partir du moment où vous avez cette traçabilité, cette capacité à expliquer les choses, il n'y a pas de raison qu'on vous taquine, qu'on vous embête. Régime déclaratif à partir de 0,5 hectolitres d'alcool pur par jour. Bon, ça laisse un petit peu de marge. Ok, ça me paraît nickel. Après, si vous... Ouais, excuse-moi, s'il y a des questions peut-être plus personnelles, parce que, encore une fois, c'est pas la première fois que je fais ce genre de choses sur des créations, et de temps en temps, on n'ose pas poser des questions de peur de dévoiler des choses sur son entreprise. Oui. Y a aucun problème pour, peut-être par ton intermédiaire, d'ailleurs, Teddy, me contacter ou contacter la distillerie en off, on prendra le temps de répondre naturellement. Pas de souci, on fera ça. Parfait, merci beaucoup Arnaud, hein. C'était un webinaire de très très grande qualité. On a appris énormément de choses. J'ai mis un peu l'équipe aussi, l'équipe Vitisoft sur le webinaire là, pour qu'ils puissent écouter un peu pour les tout ça. projets, les adaptations de distillerie, ça va être cool. Donc, la Camilla par exemple qui répond et une de mes commerciales là, donc voilà, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup. Je reprends juste le petit pitch. Tac. Hop. On partage le pitch et c'est parti. Tac, tac. Voilà, c'était juste pour teaser un peu sur les petites les derniers articles là qu'on avait mis sur Padawan. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à les commenter, à nous faire des retours dessus. N'hésitez pas non plus à nous demander par mail ou surtout par mail pour le coup, si vous souhaitez voir des webinaires sur d'autres sujets. Comme ça, pareil, on se rapprochera des experts qui iront avec le sujet pour en proposer. Et donc voilà, pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire sur Padawan, hein, c'est gratuit. Et ça vous permettra justement d'accéder à tous les articles et à tous les webinaires qu'on fait. Voilà. Jérémy, pareil, c'est un membre de la team Vitisoft. D'accord. Super. Voilà. Et merci beaucoup Arnaud. On va terminer l'événement là du coup et après ça repart en replay. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.